RSO et son impact possible sur les cash flows de l'entreprise. Les cash flows de l'entreprise. Une petite question pour vous. Oui. Des indicateurs mesurables pour évaluer l'avancement de mise en place de la démarche des RSO. Alors, la première question, c'est la prise en compte, le coût de prise en compte de l'environnement dans un projet classique. Alors, vous comprenez bien qu'on ne peut pas donner une somme, bien sûr, ça va dépendre de la taille du projet, ça va dépendre d'où en est l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Tout à fait. Alors, il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui d'El Mawasir. El Mawasir, par exemple, pour économiser donc, des entreprises d'organisation pilote, a mis en place toute une série de systèmes de nouvelles chaudières pour fournir leur énergie. Alors, il ne faut pas raisonner en termes de coûts supplémentaires. Il faut raisonner en termes de retour sur investissement. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous donner un chiffre standard en disant voilà ce que ça coûte en plus quand on prend en compte l'environnement. Il y a un investissement à la base. Donc à la base, sur les premières années, si vous voulez, l'entreprise va dire ça m'a coûté quelque chose. Par contre, lorsqu'elle va petit à petit mesurer ses retours et prendre en compte les différents outils financiers, les amortissements, etc., les aides éventuelles qu'elle peut avoir et les économies qu'elle a faites, elle va mesurer son retour sur investissement. Dès le départ, par contre, et là c'est plus ce banquier qui pourrait répondre, l'entreprise va savoir quel est le temps de retour sur cet investissement environnemental qu'elle aura fait, soit en mettant par exemple en place une chaudière à condensation, soit en changeant son vitrage, comme l'a dit monsieur, pour économiser de l'énergie, soit en mettant en place des circuits fermés sur son système de refroidissement, etc. Des chaudières. L'investissement, c'est pas porté sur chaudières, des chaudières. Mais si l'investissement est porté sur des choses virtuelles qu'on ne peut pas le mesurer, sur des choses effectives. C'est pas fictif. C'est pas des chaudières ou bien des choses concrètes. Sensibilisation, par exemple. Excusez-moi, j'avais mal compris. Donc sur des actions, voilà, comme la sensibilisation, la formation, là il appartient à l'entreprise bien sûr. Alors on a discuté justement de ce point avec les experts nationaux quand on a raisonné sur les indicateurs. On parle de sensibilisation. Quel indicateur mettre en place? Si on dit juste j'ai fait 3 sensibilisations dans l'année sur l'environnement, j'ai appelé aux gens à trier les déchets, à fermer les robinets, à éteindre les lumières, bon, c'est pas un indicateur. Ça n'apporte rien. Si on se dit, voilà quelle était l'année dernière la mesure que j'ai eue sur mon gaspillage d'eau, par exemple. Je sais quelle est la consommation de mes différents équipements en eau. Or, au vu de ma facture, il y a eu des fuites. Il y a eu des gaspillages, il y a des gens qui ont laissé des robinets ouverts, il y a des gens qui ont vu des fuites sur mon site et ils n'ont pas signalé, ou il y a des opérateurs qui ont fait des réparations et n'ont pas mesuré leur efficacité. Je sensibilise et je forme mon personnel. Je regarde déjà en indicateur combien de personnes j'ai convoquées, combien sont venues. Je regarde également, à travers des petits tests, combien respectent correctement les gestes qu'on leur a demandé d'acquérir. Je regarde, donc à travers ça, je mesure l'efficacité des formations que j'ai mises en œuvre et je peux convertir tout ça en des mètres cubes d'eau utilisés au bout d'une année de sensibilisation. Ça me permet également, du point de vue social, vitalité de mon entreprise, de regarder l'assiduité de mon personnel aux convocations à des formations ou des sensibilisations. Si je suis obligé de reconvoquer 3 fois un collaborateur avant qu'il ne vienne effectivement à une session de sensibilisation, fût-elle de 15 minutes, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de la motivation de mon personnel et je dois également agir là-dessus. Peut-être que c'est un problème de management avec des chefs d'équipe qui ne libèrent pas leur personnel pour venir aux sensibilisations et je dois agir à travers cet indicateur également là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Juste pour compléter, c'est-à-dire à travers les témoignages des organisations pilotes
qu'on a côtoyé donc, depuis 2011 en termes de budgétisation. C'est-à-dire pour mener un projet, n'importe quel projet, il faut bien avoir un plan d'action. Il faut bien avoir un budget. Budget que ce soit pour, qui va se traduire en ressources financières, en ressources humaines, même en recrutement, etc., ou bien en équipement. Donc, tout projet doit partir d'un plan d'action et doit aboutir à un budget. Donc, au niveau de notre projet pilote, nous avons demandé aux entreprises que nous avons accompagnées d'établir un plan d'action responsabilité sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire plan d'action responsabilité sociétale? C'est-à-dire un plan d'action qui va budgétiser, qui va établir bien sûr des actions selon des priorités, mais qui va aussi traduire ces actions et ces priorités en budget, en ressources. Et là, c'est pas facile. Et Eric a donné l'exemple d'une entreprise, mais c'est le cas de toutes les entreprises, les 13 entreprises qu'on a accompagnées. Elles ont toutes préparé un plan d'action RSO, responsabilité sociétale, c'est-à-dire que vous avez vu la présentation d'Eric, donc il y a des aspects qui concernent les ressources humaines, formation, il y a des aspects qui concernent par exemple l'achat d'équipements, etc., etc. Tous ces aspects-là doivent être traduits en équipements. Les équipements, recrutement, budget, etc., c'est de l'argent. Donc il y a un investissement par l'entreprise, et il y a aussi un retour d'investissement pour l'entreprise. Bien sûr, c'est échelonné selon ses priorités et selon les moyens dont elle dispose. Donc c'est juste pour répondre à votre question, on ne parle pas théorie, on parle de quelque chose qui est faisable dans nos entreprises, dans toute entreprise tunisienne, mais qui est faisable sur la base d'une stratégie, d'un plan d'action et de moyens mis à disposition. Merci. Je souhaite la bienvenue à Sidar El-Bahri, donc le représentant du secrétariat d'État auprès du chef du gouvernement, donc chargé de la gouvernance et des entreprises et de la fonction publique. Bienvenue Sidar. Voilà. Donc Sidar El-Bahri, vous nous rejoignez, on était donc à la fin de la présentation de monsieur Eric Bana. Voilà. Donc je vous passe la parole pour dire voilà ce que vous aviez à dire pour notre séminaire, s'il vous plaît. Merci, shukran. Je suis heureux d'être parmi vous. Je me fais un grand plaisir de parler au nom du secrétaire d'État à la gouvernance et à la fonction publique qui se trouve actuellement à Berlin dans le cadre de la délégation qui s'est rendue à Berlin avec le chef du gouvernement. Oui. Donc, je suis le directeur général en charge de la gouvernance auprès du chef du gouvernement. Et j'ai voulu, dans le cadre de ce grand séminaire, apporter d'abord notre soutien et surtout apporter notre vision, notre approche quant à ce fameux projet, ce grand projet de responsabilité sociétale et surtout en termes de perspectives et les horizons futurs. Vous savez que pour ce qui concerne la Tunisie, nous avons juste après la révolution fait un diagnostic de la situation s'agissant de la gouvernance et du déficit de gouvernance, si on peut s'exprimer ainsi. Et ce diagnostic a été fait au début de l'année 2012. Ce diagnostic a permis de dégager, disons, 4 constatations majeures. Et c'est dans le cadre de la vision stratégique pour renforcer la gouvernance dans le pays que nous avons pris en considération ces quatre résultats. Premier constat, si on fait une analyse par rapport à ce que vous faisiez auparavant, mais une analyse scientifique, une analyse rationnelle, il s'avère que par rapport à ce que nous faisions auparavant, notamment dans le cadre de la mise en place des politiques publiques, il n'y avait pas suffisamment la dimension évaluative. Il y avait un problème, il y avait un déficit en matière d'évaluation. Et il n'y a pas de gouvernance s'il n'y a pas d'évaluation.
Et il n'y a pas de référentiel de gouvernance s'il n'y a pas prise en compte de la dimension évaluative. Donc, il y a un réel constat que pour toute politique publique future, il faut qu'il y ait prise en compte de la dimension évaluative. Cela suppose qu'on décline cela en indicateur et donc suffisamment pertinent qui puisse prendre en considération cela, voire apporter les rectifications, apporter les mesures qui s'imposent chaque fois qu'il y a constat d'insuffisance au niveau de l'application des politiques publiques. Le second axe qui faisait défaut, c'est le fait que dans tout ce que nous faisions en matière de mise en place de politique publique, il n'y avait pas suffisamment de partenariat. C'est-à-dire qu'on mettait des politiques publiques sans qu'on ait suffisamment pris en considération les attentes des futurs utilisateurs. Mettre en place une politique publique de l'énergie, politique publique de la santé publique, politique publique de l'éducation, politique publique des marchés publics. Mais il faudrait d'abord connaître les attentes des futurs utilisateurs. Et donc, comment prendre en considération ces attentes dans le cadre d'un réel partenariat. Et il n'y a pas de gouvernance s'il n'y a pas de prise en compte des attentes des parties prenantes. C'est pour ça que dans tout ce qui est, et notamment s'agissant de la responsabilité, il va falloir, dans tout mécanisme, prendre en considération les attentes des parties prenantes. Le troisième axe, qui est fondamental, et qui est un des piliers de la gouvernance, et donc tout ce que nous faisons en termes de gouvernance et en termes de responsabilité sociétale doit être pris en considération, c'est il n'y a pas de gouvernance s'il n'y a pas d'accès à l'information. L'accès à l'information pour toutes, notamment vis-à-vis des acteurs non gouvernementaux. Il faut qu'ils aient en toute transparence accès, et c'est pour ça que dans nos projets, parmi les plus grands projets fédérateurs que nous menons, c'est le fameux projet de l'OPEC. Ces trois constats ont fait que nous avons dégagé quatre grands chantiers qui sont nos priorités à l'échelle gouvernementale. Le premier projet, c'est la réforme des marchés publics, de la gouvernance des marchés publics, qui représente 18% du PIB. J'étais au salon d'achat public, devant peut-être 1000 présents, et la gouvernance des marchés publics, on ne peut plus admettre que nos projets publics ne soient pas réalisés dans le cadre d'un système transparent, dans le cadre d'un système où l'intégrité prime et où l'égalité des candidats soit la règle. Gouvernance des marchés publics. Nous avons donc mis en place cette réforme. Vous savez que cette réforme a démarré depuis et est effective depuis le 1er juin 2014. Et vous devez connaître ce nouveau dispositif s'agissant des marchés publics. Et d'ailleurs, la responsabilité sociétale dans les marchés publics est très importante, puisque maintenant, c'est de par la loi, M. Manin, que maintenant la prise en compte du développement durable de l'axe des coûts est de par la loi, depuis le 1er juin 2014. Et l'attribution des marchés va tenir compte des propositions offertes. C'est-à-dire le prestataire qui présentera des procédés à même de protéger l'environnement et protéger tout ce qui touche l'homme, les droits des parties prenantes, sera bonifié par rapport à celui qui présentera un procédé qui ne tient pas rapport, c'est de maintenant de par la loi. Donc je vous l'ai dit, le marché public, nous visons, dans le cadre d'un acte de transparence et de gouvernance, la douane. C'est 10% du PIB. Nous sommes en train de revoir tous les services rendus par l'ensemble des services douaniers et voir quels sont les éléments à même, soit sur le plan organisationnel, sur le plan des textes, tout ce qui doit être mis pour faire maintenant
il y a des visites sur place par les plus hautes autorités de l'État pour aller voir et insinuer quelles sont les défaillances et quels sont les remèdes à mettre en place pour renforcer la gouvernance dans ce secteur. Le troisième chantier sur lequel nous travaillons, qui touche de plein cœur nos citoyens, c'est les impôts. Il faut maintenant rétablir la confiance entre le citoyen et le secteur de l'impôt. Et donc on doit revoir en termes de simplification des procédures, en termes de meilleure gouvernance, pour que, en termes d'équilibre des recettes de l'État, pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Et le quatrième axe, qui a défrayé la chronique par le passé, c'est tout ce qui touche à la gouvernance du secteur foncier. Il y avait des terres dont la vocation changeait le matin en terre agricole, l'après-midi terre urbanisée, etc. Tout cela est en train d'être revu dans le cadre du chantier de réforme que nous sommes en train d'élaborer et que nous présenterons dans les meilleurs délais devant l'Assemblée nationale constituante. Pour vous dire que le premier réflexe que nous avons eu au sein de la présidence du gouvernement,